le conte, la devinette, le proverbe, mais surtout l'épopée. Des genres littéraires qui démontrent que la littérature n'est pas seulement écrite, mais qu'elle est également orale. D'ailleurs, toute l'histoire de l'Afrique est celle de la littérature orale, de récits qui se transmettent de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. Ça tombe bien, aujourd'hui, l'autrice que nous recevons a écrit une épopée d'une haute lignée. C'est Achita Sidibé, tout à l'heure dans le décryptage. Bonjour Achita Sidibé. Bonjour Serge. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Où vous venez nous présenter l'épopée d'une haute lignée, qui est un récit et non pas un roman. Pourquoi avoir choisi le récit au lieu du roman? Pourquoi faire court au lieu de faire long? Très belle question. Épopée aurait pu devenir un roman, effectivement. Mais si vous regardez bien la première de couverture, vous verrez en bas à votre droite. Récit d'un soir. Oui, qu'effectivement, cette œuvre fait partie d'un récit d'un soir. Donc, il y aura plusieurs. C'est une collection, en quelque sorte. Une collection, tout à fait. Nous avons choisi de faire court pour donner l'envie aux jeunes gens de lire, de ne pas avoir de gros bouquins dans les mains. Et il y aura plusieurs autres livres de d'autres auteurs aussi. Qui feront partie de la collection. Donc. Intéressant, c'est assez intéressant. Ce que vous dites en substance, c'est que les jeunes ont du mal à lire des livres qui sont trop épais, des briques. C'est mon avis, oui, tout à fait. Mais est-ce que faire un récit, un texte qui serait plus long, ne serait pas également les pousser à aller vers des récits qui prendraient plus de temps? Donc évidemment, se consacrer plus de temps à la lecture, par exemple. Déjà, il est difficile de leur faire lire des textes de 100 pages, figurez-vous si on leur donne 500 pages. Je pense qu'il faudrait déjà les habituer à lire de courts récits et par la suite, eux-mêmes demanderont de plus grands livres. Très bien, très intéressant. Alors, avant de parler du récit, de l'histoire qui est très entraînante, l'histoire d'Aboubacar, de Sira, de leur fille, d'abord dans la préface qui a été signée par Abdallah Koné, que nous avons d'ailleurs reçue, c'est bien de voir que les écrivains, il y a une sorte d'entraide, de solidarité entre écrivains ivoiriens. Il dit être en mesure de tenir le lecteur par l'émotion, faire durer le suspense comme la promesse d'un orgasme à son zénith, donne plus de force à l'histoire. Est-ce que vous partagez l'avis d'Abdallah Koné? Vous savez, Abdallah Koné était joaillier, c'est une orfèvre. Donc, c'est son appréciation de cette œuvre que je partage en partie. Très bien, intéressant. Je crois bien que vous êtes d'accord parce qu'on est vraiment tenu par l'émotion, on est vraiment tenu par l'envie de voir comment est-ce que le destin de tel type de personnage, de Sira, d'Aboubacar, d'Aïssatou, leur fille, va se terminer. Mais avant tout, Épopée d'une autre lignée, c'est également un éloge au griot. C'est la figure du griot. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les griots ont la même importance qu'il y a 1 ou 2 siècles? Il est vraiment dommage que les griots n'aient pas la même importance aujourd'hui qu'hier. Parce que la parole, elle est sacrée, elle est divine. Avant, nous n'avions pas de livres. Nous n'écrivions pas. On disait qu'en Afrique, lorsqu'un sage meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais à travers les griots, ils ont réussi, ces griots-là, à transmettre des informations, des anecdotes de génération en génération. Il est vrai que d'une part, je fais un peu l'éloge des griots, mais en réalité, non. C'est plutôt le griot qui fait l'éloge d'un peuple nomade. Les Peuls, en l'occurrence. Voilà. C'est donc le griot qui fait leur éloge, qui nous raconte donc d'où ils proviennent, qu'est-ce qu'ils font quotidiennement et tout. Très bien. Vous êtes écrivaine, vous faites parler un griot. Oui. Si on devait faire une comparaison, qui a la parole, qui détient la parole la plus sacrée? Le griot ou l'écrivain? À mon sens, c'est le griot. Ok, donc vous voulez dire que le griot a une parole plus sacrée que le romancier ou le poète, par exemple? Ça se peut. Très bien, on va vous croire. On espère que les lecteurs partageront l'avis d'Achita Sidibé qui dit que le griot a une parole qui est plus sacrée que celle du romancier. On a entendu dire il n'y a pas très longtemps avec Marshall Seri que c'était les poètes qui avaient la parole la plus sacrée, mais poésie, griot, pas grande différence. On est dans le cœur du texte. Pour moi, le poète est aussi un griot. Est aussi un griot. Oui. On pourra en reparler dans la suite de notre échange. On est à la page 14 et il y a cet extrait du père qui parle au fils. Il dit, tu sais mon fils, les bossos ont une
prédisposition naturelle pour la pêche. On décrit le peuple Bosso. Oui. Ce sont les maîtres de l'eau. Chez eux, on ne devient pas pêcheur, on est pêcheur, comme chez nous les griots. Ils ont un rite mystérieux appelé le baptême de l'eau. À la naissance, le père, accompagné des siens, jette son nouveau-né à la rivière. S'il se noie, le verdict est implacable. C'est un bébé adultéré. Plutôt terrible comme rituel. Effectivement. Qu'est-ce que l'écrivaine Assita Sidibé en pense? Quel est le regard moral qu'elle jette sur cette pratique? Moi, je suis entièrement contraire à ces pratiques. Mais en même temps, je me demande, qui suis-je moi pour juger les autres? Ce sont des pratiques ancestrales. On ne peut pas demander à quelqu'un, pourquoi vous ne mangez pas le singe par exemple? Pourquoi cela vous est interdit? On ne peut pas contraindre quelqu'un à changer sa culture, ses us et coutumes. Fort heureusement, nous sommes dans un pays, dans une ère où la civilisation, à mon sens, a apporté quand même quelque chose de positif, parce que ces enfants-là, qui étaient considérés comme adultérins, n'ont pas demandé à venir au monde. Donc leur place aurait été de rester avec nous. Donc il y a évidemment des traditions à proscrire, à dépasser, Tout à fait. certaines choses à remettre en cause dans nos rituels Tout du à passé, fait. très bien, nos us et coutumes. Au final, Épopée d'une autre liée, c'est l'histoire d'une relation amoureuse, c'est l'histoire d'un couple, Aboubacar, Sira. Beaucoup de souffrance pour Sira. Énormément. Énormément. Elle va, on ne va pas tout dévoiler, mais elle traverse beaucoup de péripéties, du mal à avoir un enfant. Elle va se voir imposer une coépouse. Assita Sidibé était en train de critiquer le pouvoir des hommes et la souffrance des femmes aussi. Pas vraiment. Je combats le mal fait à toutes les minorités. Dans ce cas d'espèce, effectivement, Sira est une dame qui a beaucoup souffert dans son foyer. C'est aussi un pan de la vie de ma mère que je raconte. La vie de votre mère? Oui. Un tout petit pan de sa vie. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et avec tout ce que cela a pu comporter, c'est une manière pour moi, de lui rendre hommage et à travers elle, de rendre hommage aussi à toutes les femmes qui ont des difficultés à procréer. On peut avoir une femme peut être stérile, il y a la stérilité masculine et féminine. Une femme peut avoir des problèmes au niveau de ses parties génitales. Ça ne veut pas dire que la femme est stérile. Mais pour beaucoup d'Africains, et c'est malheureux jusqu'à nos jours, ils considèrent que c'est forcément la femme qui a des problèmes. Ça, c'est d'un. Et d'autre part, il arrive qu'effectivement la femme ait des problèmes. Mais ces problèmes peuvent être résolus. Il faut aller consulter un médecin. Et le médecin peut donner des traitements à la dame ou à l'homme. Il y a même des hommes qui arrivent à aller faire des spermogrammes qui définissent la viscosité de leur sperme et tout ça. Et par la suite, l'homme peut suivre un traitement. Ce n'est pas raconter tout ça dans cet ouvrage, comme je vous ai dit, c'est un tout petit récit. Mais c'est pour quand même faire comprendre à nos hommes qu'il faut aider les femmes, il ne faut pas les marginaliser, il ne faut pas leur jeter la dernière pierre, parce que la preuve, moi je suis bien ici devant vous. Et d'autre part, quand par exemple une femme est amenée à aller consulter un médecin pour se faire une hystérectomie, ça ne devrait pas être la fin du monde. Parce que l'organe qui lui permet, donc l'utérus, c'est un élément très essentiel dans la vie d'une femme, mais ce n'est pas l'élément qui dicte si elle doit continuer à vivre ou pas. Il y a des femmes qui peuvent ne pas avoir d'enfants, mais elles auront beaucoup d'enfants parce qu'il suffit d'avoir de l'amour, beaucoup d'amour dans notre cœur et tous les enfants seront les nôtres. À vous entendre, on devine une parole, une posture, un regard féministe sur le monde, sur également la société ivoirienne. On en reparlera dans pas très longtemps. Une dernière question pour l'instant. Assita Sidibé, vous venez de quel peuple? Vous parlez des Peuls, des Bosso. De quel peuple venez-vous? Du Nord. Du Nord? Carrément du Nord. Carrément du Nord. Oui. Écoutez, avant de reprendre notre échange, il y a quelqu'un qui attend quelque part et qui a bien envie de vous poser une question. Oui. 2 questions même. Très bien. L'instant lecteur.
Pour respecter notre rituel, nous recevons aujourd'hui encore un lecteur, Fabrice Tobias. Bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Bon, merci, c'est un honneur partagé. C'est un plaisir surtout de vous recevoir. On sait que vous êtes administrateur des services financiers. Oui. Finance, littérature. On dit souvent que ceux qui sont dans les finances ont très peu de temps pour lire. Vous êtes passionné de littérature. Passionné, c'est un grand mot. Par contre, j'aime bien au passage me distraire par la lecture et essayer de découvrir certaines choses, certains horizons. Je suis quelqu'un à la base qui a beaucoup voyagé et ça m'a donné le goût d'anticiper sur les différents peuples, les différentes cultures. Donc la lecture comme moyen de connaissance, de découverte d'autres peuples. Exactement. Quel est le livre préféré, votre roman préféré? Ça reste Climbié. Ça reste Climbié de Bernard Belindadier. C'est non seulement un ouvrage qui nous a marqué depuis la période scolaire, mais c'est aussi un ouvrage qui est toujours d'actualité et qui continue d'être présent dans ce que notre parcours littéraire. En fait. Très intéressant, donc Climbié de Bernard Belindadier, écrivain ivoirien, Épopée d'une haute lignée, la citation écrivaine ivoirienne d'ascendance éthiopienne, elle nous dira, vous avez une question pour elle. Oui, effectivement, j'ai une question pour cet ouvrage qui a été parfaitement écrit. J'ai même à un moment donné pensé qu'il s'agissait d'une professionnelle de l'écriture, oh que non. Et ça m'a beaucoup permis de comprendre un autre volet de la culture Peul. Je veux rappeler que j'ai été moi-même très proche des Peuls. J'ai vécu une partie de ma vie dans une famille Peul que je salue au passage, la famille Diakité. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai tout de suite sauté sur l'ouvrage pour comprendre l'épopée de cette culture-là. Ma question, elle sera la suivante. Déjà, qu'est-ce qui pousse madame à vouloir exposer la culture Peul à ce niveau? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir exposer, comme l'a dit le lecteur, ou plutôt faire l'éloge, ou montrer au monde la culture Peul? Très bien. Alors, je dirais que ce n'est pas exposer la culture Peul, c'est parler du pan de la vie d'une femme qui a marqué ma vie. Je vous l'ai dit tantôt, que c'était un pan de la vie de maman. Vous savez, la plus belle parole qui peut sortir de la bouche d'un être humain, la plus belle parole où, lorsque vous la prononcez, vos lèvres s'embrassent elles-mêmes par 2 reprises, c'est maman. C'est un hommage très beau à maman et donc à toutes les mamans. Maintenant, il est clair que je ne pouvais pas parler uniquement de cette maman sans parler de la culture Peul, vu qu'elle a été l'épouse d'Aboubacar, qui lui-même était un Peul. Achita Sidibé, oui. Après Fabrice Tobias, il y a quelqu'un d'autre qui est quelque part avec son téléphone et qui aimerait vous poser une question. Très bien. C'est la question selfie. Bonjour, Jean-Jacques Farès, le seul Libanais sans boutique. J'ai une seule question, parce que j'ai bien lu l'ouvrage et je me posais la question de savoir, est-ce que la mère de Sira a fait le bon choix? Voilà mon point. Merci à vous. Merci pour cette question pertinente. À mon avis, une maman, comme je l'ai dit tantôt, c'est amour. Une maman donne la vie. Une maman, c'est la vie, c'est la dévotion pour son enfant. C'était son choix, elle avait son libre arbitre. Je pense que pour le bien d'un enfant, une mère est capable de faire ça et même plus. Je vous remercie. Donc vous pensez que le bien-être de l'enfant passe avant le bien-être de la mère? Tout à fait. Sira, vous l'avez dit concrètement, Sira, oui. C'est votre mère qui a eu quelques difficultés avant de vous avoir, vous. Tout à fait. Comme Sira a eu des difficultés avant d'avoir Aïssatou. Oui. Alors, est-ce que Aïssatou, c'est vous? Oui. Est-ce que, d'une façon, je veux dire, d'un point de vue biographique, oui. votre mère s'est sacrifiée pour vous? Tout à fait. Absolument. Et quel est le regard que vous avez sur ce sacrifice-là, en pensant également au rapport entre Aïssatou et sa mère Sira dans le récit? Quel est le rapport que j'ai? Le regard que vous avez sur ce sacrifice-là? C'est un sacrifice qui valait la peine. Je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour son enfant. Et moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose.
Très bien, vous aurez fait la même chose. Oui. À quel point vous servez-vous de votre vie personnelle pour écrire votre histoire, pour écrire les histoires que vous écrivez? Quelle est la Presque place? jamais. C'est la première fois, très sincèrement, c'est la première fois que je me sers de ma vie pour écrire quelque chose. Pourquoi en particulier? Pourquoi cette fois-ci? Cette fois-ci, parce que quand le baobab se penche, qu'il dort, à un moment donné, on pense que nous sommes devenus une nullité. On se dit, j'aurais pu faire ça pour mon père, j'aurais pu faire ci pour ma mère. Et là, la seule cure qui soit, c'est l'écriture. La seule cure qu'il soit, c'est l'écriture. Tout à fait. Donc il y a une période difficile, une période de regret qui est à l'origine de ce récit-là. Pas de regret. Vous parlez de cure. De quoi De voulez-vous soin. guérir? Oui. De soin de soi-même, de sa personne. Ensuite, Sidibé était malade. Pas malade, on va dire, malade dans le cœur. Parce que j'ai dit que le baobab s'est penché. Ça veut dire quand on perd quelqu'un d'aussi important dans notre vie, on n'arrive plus, du moins pour moi, on a le phénomène de la page blanche, on n'arrive plus à écrire même une lettre. Alors l'écriture devient une thérapie. Tout à fait. Et on parle de thérapie. Celui qui raconte cette histoire s'appelle Diakité. Oui. Il est griot. Mhm. Il Il s'appelle Diabaté. Diabaté, pardon. Diabaté, mais à culpa, il est griot. Oui, Il est également gynécologue. tout à fait. Alors, on a le griot Mhm. et on a le gynécologue dans, Oui. dans le même personnage. Oui, Est-ce que vous voulez dire que le griot, il a une parole qui est thérapeutique, une parole qui guérit? tout à fait. Et l'écrivain. Oui. Donc évidemment, donc les deux ont le même rôle, même caractère sacré. On peut le dire. On peut le dire. Très bien. Ainsi. Dans votre bibliothèque de griots ou d'écrivains, ça peut être également un griot, hein, parce que ce sont également des écrivains, des Oui. écrivains à l'oral. Tout à fait. Quel est l'écrivain à l'oral ou à l'écrit qui vous a le plus marqué? L'écrivain qui m'a le plus marqué sur quel continent? Peu importe, hein, Afrique, Asie, Océanie, Europe, celui de votre choix. On va dire Wilbur Smith. Ok, qui a écrit quoi? Il a écrit Comme la mer, Les oiseaux, L'Uccelli di Spada. Il a écrit plein de bouquins. Plein. Et cela vous a fasciné. Ça tombe bien, Oui. ici à Entre les lignes, nous rendons hommage toujours à un écrivain, une écrivaine du Oui. monde entier Oui. qui a fait les beaux jours de la littérature africaine ou internationale. Oui. Les grandes plumes. Wiriamou, le jeune homme de sable, l'Afrique en morceaux, mémoire d'une peau. Voici un aperçu de romans qui portent tous une signature unique, celle de William Sassine, celle d'un talentueux fils de la Guinée. Né en 1944 dans le territoire colonial de la Guinée française, d'un père libanais et d'une mère guinéenne, William Sassine connaîtra la douleur de l'exil sous le régime d'Ahmed Sékou Touré. De 1973 à 1982, il publiera 4 romans avant son retour en Guinée en 1984. Reconverti en journaliste, William Sassine ne s'éloignera pas pour autant de l'écriture romanesque. Son œuvre exprime l'isolement de l'écriture, cet être réputé marginal. Les lecteurs trouveront dans les fabuleux romans de William Sassine une profonde réflexion sur le métissage et l'engagement politique. Il décide le 9 février 1997 à Conakry, en laissant une œuvre dense dont le regard sur la société africaine ne souffre d'aucune ride. William Sassine, un écrivain de génie, un écrivain qu'on ne finira jamais de lire, de relire et de découvrir, un écrivain qu'il faut lire à tous les coups. William Sassine, Oui. déjà lu. Jamais. Alors je vous suggère Malheureusement. par exemple le livre dont on parlait à l'instant, Wiriamou, D'accord. Mémoire de peau,
des romans qui sont tous magnifiques, pour me croire. Achita Sidibé, à part l'écriture, vous êtes également terrassière. Oui. C'est quoi une terrassière? Une terrassière, c'est quelqu'un qui fait des routes à partir du débroussaillage jusqu'au bitume. Terrassière, traductrice, Oui. parce que vous parlez très bien l'italien. Oui. Vous avez vécu en Italie 20 années. Oui. Je Écrivaine. travaille aussi pour un cabinet de traduction en tant que traductrice, oui. Vous êtes également directrice d'une entreprise de construction Tout à et de fait. travaux publics. Tout à fait. Ça en fait beaucoup. Quel temps trouvez-vous pour écrire? Le temps pour écrire, on le trouve. Vous savez, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous trouvez toujours le temps. Quand vous aimez quelque chose, vous trouvez toujours le temps de le faire. Quand vous aimez une personne, vous trouvez toujours le temps d'aller la visiter. Mais là, j'imagine que vous avez des journées chargées. J'ai des journées très chargées, c'est vrai. Mais il m'arrive de me réveiller à 2 h du mat ou à 3 h du mat et d'avoir une envie, un petit mot que j'ai envie d'écrire, même pour ne pas oublier, je le note, j'ouvre mon ordinateur, j'écris, après je m'endors. Très bien. Bon, on sent une véritable passion pour l'écriture. Oui. Je suis même un peu contaminé. J'ai bien envie de faire comme vous, me réveiller à 3 h du matin et écrire. C'est pas très évident, Oui. pour le dire. Mais merci Achita Sidibé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de nous quitter qui me trotte comme ça à l'esprit. Quel est le lien qu'il y a entre le fait de construire des routes et d'écrire des récits? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux? C'est toujours de la construction. Écrire, c'est construire. Écrire, c'est rapprocher, comme les C'est routes rapprocher, également. tout à Très fait. bien. Et ce récit, en effet, Épopée d'une autre lignée, rapproche. On espère qu'il vous rapprochera des lecteurs, des lectrices qui accourront vers toutes les librairies pour se l'offrir. Ce fut un plaisir de vous recevoir, Achita Sidibé. Plaisir partagé et je vous remercie infiniment pour cette belle lucarne que vous m'avez donnée. Merci beaucoup. On espère vous recevoir très bientôt avec le prochain livre. Très Peut-être bientôt. cette fois-ci sur les abeilles, le peuple dont je suis originaire. Non, le prochain livre, ce sera par contre une histoire qui va se dérouler en Italie. Donc, En Italie. il est déjà Écrit, déjà prêt. déjà presque prêt, on va dire. C'est l'histoire d'un enfant qui est blanc, mais qui mange dans les poubelles. Et c'est un chien et son petit patron, on va dire, qui vont le retrouver. Alors, on va pas en dire trop. On va laisser les lecteurs découvrir. D'accord. Mais on espère que vous reviendrez. Avec grand Peut-être pour la prochaine saison. plaisir. On vous recevra avec plaisir. Malheureusement, chers lecteurs, c'est ici que prend fin notre aventure, notre épopée d'une haute lignée. Je vous rappelle, c'était Achita Sidibé. Il faudrait vous ouvrir ce livre. Et vous le savez, c'est un rituel chez nous. Après la littérature, un peu de slam. Mais en attendant, n'oubliez pas, lire des livres, des livres. À très bientôt. Ton amour est une perle précieuse, la plus belle que porte mon cœur à son cou. Ta peau couleur de lune d'un soir rivalise avec l'arc-en-ciel. Ton sourire est le soleil que j'attends tous les matins avant de me lever. Tes bisous sur mes joues forment un imperméable. Tant que tu ne pleures pas, jamais je ne serai mouillé. Je le sais, je ne te l'ai jamais dit, mon autre moi, car l'amour se chante a cappella. A cappella. L'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella. L'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella. Avec toi, j'ai marché dans des vagues de mer sans craindre un voyage à souterrain. Avec toi, j'ai marché dans le volcan sans craindre le regard du toucan. Avec toi, j'ai cultivé dans le désert les fruits de nos plus savoureux desserts. Ton cœur est un recueil de poèmes, le seul qu'il reste, celui sans lequel la nature serait sans vers, celui dans lequel je puiserai mes plus beaux vers pour stabiliser le climat. Ma vierge, ma page blanche, laisse-moi te confier le vide de ma voix, l'écho de mon silence. Sans toi, oui, sans toi, mes vers sont hâtés d'asthme. Je le sais, je ne te l'ai jamais dit, mon autre moi, car l'amour se chante a cappella. A cappella. L'amour se chante a cappella. L'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella. L'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella, l'amour se chante a cappella. A cappella. A cappella. A cappella. Mama Andi Sidibé, Mama Achita Sidibé,
Maman Flora Niagno, l'amour se chante a cappella. Maman Daniel Siagbeo, maman Maï Koulibaly, maman Tanon Lorao, l'amour se chante a cappella. Clamant Boutique, la reine du soleil levant, à mes mères NJ et KTM, l'amour se chante a cappella. A cappella.